Signez maintenant. Maman, ce terrain m'appartient. À toi, quand as-tu déjà pris soin de maman? Les filles ne le font pas. Ce terrain m'appartient. Reste en dehors de ça, maman. Tout ceci est à moi. Tais-toi. Maman est vieille. Laisse-la me le signer. Dans la vie, on peut perdre de l'argent et en regagner. Un terrain peut être divisé. Mais les parents, on n'en a qu'un dans cette vie. Ne laissez pas la colère ou l'ambition vous faire perdre ceux qui ont sacrifié toute leur vie pour vous. Mon cher ami, laissez votre esprit se calmer. L'histoire d'aujourd'hui touchera votre cœur de manière inattendue. Venez écouter avec moi et dites-moi de quelle ville et de quel pays vous écoutez. Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez les histoires significatives et pleines de cœur, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer le prochain épisode. Quand Mamaron était jeune, elle était la fierté du vieux village d'Aju. Elle n'était pas glamoureuse comme les filles de la ville, mais elle avait des yeux brillants, des mains agiles et un esprit vif pour les affaires. La petite plantation de cacao que ses parents lui avaient laissée est devenue un trésor de l'or brun sous ses soins, nourrissant toute la famille. Chaque saison de récolte, sa cour sentait le cacao séché au soleil, des fèves brun foncé étalées sur le sol comme un tapis. Les gens plaisantaient souvent. Si l'État d'Auguin avait jamais une reine du cacao, ce serait sûrement elle. Mais le plus grand trésor de sa vie n'était ni la terre ni le cacao. C'étaient ses deux filles, Bessé et Tenny. Bessé, l'aînée, avait le sang-froid de la ville. Bessé était l'aînée, élevée pendant les années les plus difficiles de Mamaron, quand chaque poignée de fèves de cacao devait être vendue pour acheter des livres ou des vêtements. Elle était intelligente dès son plus jeune âge, vive, perspicace, toujours les yeux rivés sur la route qui sortait du village. Un jour, j'irai à Lagos. Je ne resterai pas ici pour toujours, disait Bessé à 13 ans, les mains encore collantes de boue après avoir aidé à sécher le cacao. Mamaron sourit simplement, lissant les cheveux de sa fille. Tu peux aller où tu veux. Mais n'oublie pas le chemin du retour. À 19 ans, Bessé partit vraiment. Elle s'installa à Lagos, travailla comme vendeuse, puis comme réceptionniste, puis grimpa lentement les échelons dans une petite entreprise immobilière. La ville lui apprit à parler, à s'habiller, à marcher sur des talons au sang trébuché. Mais la ville lui apprit aussi autre chose. L'argent est la voie la plus forte. Lors de ses rares visites à la maison, elle apportait de nouveaux vêtements, de nouveaux téléphones, parfois un peu d'argent. Les villageois la regardaient avec un mélange d'admiration et de distance. La fille de Ron est devenue une vraie dame de Lagos. Bessé entendait ses commentaires, et lentement, une pensée germa en elle. Ce village est trop petit pour moi. Il n'y a rien ici sauf cette terre de cacao. Elle commença à voir la terre différemment. Non pas comme des souvenirs, non pas comme de l'amour, mais comme une valeur. Tenny, la cadette silencieuse, avait un cœur aussi tranchant qu'une lame. Tenny était née pendant les meilleures années, quand le cacao donnait des récoltes plus riches. Elle avait eu plus d'éducation, moins de difficultés, et passait plus de temps à la maison avec Mamaron dans la maison au toit de tôle où l'odeur du cacao était devenue le parfum de son enfance. Elle grandit en regardant sa mère travailler sans relâche chaque jour. Le matin dans les champs, le midi à sécher les fèves, le soir à calculer les dépenses. Elle s'asseyait sur le porche pour faire ses devoirs, jetant un coup d'œil à la silhouette de sa mère entre les cacaoyers. Quand le vent passait, les feuilles tremblaient comme des vagues. « Quand je serai grande, je resterai ici avec toi », avait dit Tenny un jour. « Quand tu seras vieille, je m'occuperai de toi. » Aux yeux des étrangers, Tenny était la bonne fille. Elle allait au marché pour sa mère, l'emmenait à la clinique, surveillait le cacao quand les nuages de pluie s'amassaient. Mais au fond d'elle, Tenny portait une blessure silencieuse qu'elle essayait d'ignorer. Elle n'était jamais allée à Lagos. Elle n'avait pas de travail élégant, pas de jolie robe comme sa sœur. Elle entendait les voisins faire l'éloge de Bessé. Ta fille aînée est si réussie. Elle gagne de l'argent à Lagos. Chaque fois qu'elle entendait cela, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Et moi? Je suis là tous les jours. Je suis celle qui est restée avec maman. Cette douleur n'a pas explosé d'un coup. Elle couvait, comme des braises cachées sous la cendre. Mamaron est le choix de l'oxyde nitrique. L'âge creusait ses traits. Les genoux de Mamaron s'affaiblissaient. Son dos se courbait comme une vieille branche de cacaoyer. Elle marchait encore sur sa terre, touchant chaque arbre qui avait grandi avec elle.
Mais elle savait qu'il était temps de réfléchir. Quand je ne serai plus là, à qui tout cela appartiendra-t-il? Elle ne le disait pas à ses filles, mais lors des nuits sans sommeil, elle écoutait les grillons dehors et se demandait, si je le donne à Bessé, saura-t-elle le gérer, ou le vendra-t-elle? Si je le donne à Tenny, restera-t-elle? Mais pourra-t-elle le protéger? Si je le divise, se détesteront elles. Sa plus grande peur n'était pas de perdre la terre. C'était de perdre ses filles à cause de l'avidité. Elle rêvait d'un avenir simple. Un jour, les deux filles s'assieraient ensemble sous un cacaoyer, se disputant pour la nourriture ou les vêtements. Tout irait bien, tant qu'elles riraient ensemble. Mais la vie ne suit jamais le scénario doux d'une mère. Les visites à la maison cachaient plus que de l'amour. Quand les rumeurs se répandirent que la santé de Mamaron déclinait, les deux filles commencèrent à rendre visite plus souvent. Bessé revint avec du parfum, des ongles manucurés, des cheveux bouclés, et suggéra négligemment « Maman, tu devrais arrêter de travailler. Donne-moi les papiers. Je vendrai une partie de la terre et t'achèterai une petite maison à Lagos, près de bons hôpitaux. » Mama sourit simplement, mais quelque chose en elle changea. Ce n'était pas que Bessé ne l'aimait pas, mais son amour était mêlé de stratégie. Puis, quand Bessé partait, Tenny glissait dans la pièce et chuchotait « Ne lui fais pas confiance, maman. Lagos l'a changé. Ici, il n'y a que toi et moi. Donne-moi les papiers. Je protégerai tout. Je ne te quitterai jamais. » Ces mots doux et collants s'enroulaient autour de son cœur vieillissant comme des lianes, réconfortants mais étouffants. Bientôt, la plupart des conversations dans la maison ne portaient plus sur les repas ou le sommeil, mais sur les documents, les signatures, les titres de propriété et l'héritage. Pour les villageois, les visites des filles signifiaient l'amour filial. Pour Mamaron, c'était un rappel quotidien qu'elle devenait un prix à conquérir. Un après-midi, le ciel d'Auguin devint gris. Mamaron était assise sur sa vieille chaise en bois, regardant la cour. Bessé appelait de Lagos, parlant avec urgence d'une opportunité qui nécessitait la terre comme garantie. Tenny sortit de la cuisine, se tenant derrière sa mère, son expression s'assombrissant. En cet instant, deux mondes s'affrontèrent. Le monde de Bessé, lumière de la ville, affaires, chiffres, profit. Le monde de Tenny, terre du village, cacaoyer, une mère vieillissante. Et Mamaron, coincé au milieu, laissa échapper un soupir silencieux, serrant son châle. Une goutte de pluie frappa le toit de tôle, puis une autre, puis une autre. Personne ne savait qu'au fond de chacune de ces trois femmes, une autre tempête couvait depuis des années. Et quand elle éclaterait enfin sur Ajuod, ce ne serait pas seulement de la pluie. Ce serait la dignité, la maternité et chaque croyance qu'elles avaient sur le sens de la famille qui serait brisée. Et ce jour approchait très vite. Au début, tout semblait beau. Bessé revint de Lagos avec sa valise à roulettes cliquetant derrière elle, apportant des bonbons, du parfum et quelques vieilles robes qui semblaient encore neuves aux yeux du village. Tenny courut jusqu'en haut de la ruelle pour accueillir sa sœur, avec un sourire si brillant qu'on n'aurait jamais deviné qu'une seule pensée jalouse avait jamais vécu en elle. « Regarde, maman. Ta fille ressemble enfin à une vraie femme de la ville maintenant. » Bessé rit, tournant une fois dans sa robe moulante. Mamaron sourit, fatiguée mais chaleureuse. Voyant ses deux filles assises à la même table, mangeant dans le même plat, choisissant de la viande de poisson pour leur mère, se remémorant leur enfance, elle pensa que peut-être, juste peut-être, elle s'était inquiétée pour rien. « La vieillesse n'est pas si mauvaise, » murmura-t-elle pour elle-même. « Au moins, mes enfants sont rentrés à la maison. » Mais les choses laides à l'intérieur d'une maison se montrent rarement en plein jour. Elles attendent que les lumières s'éteignent, que le vent nocturne glisse à travers les fissures, que les chuchotements flottent dans l'obscurité. Cette nuit-là, le ciel d'Auguin était sec mais lourd. Mamaron était allongée sur son vieux lit en bois. Le matelas mince, sous elle était moulé par des années d'os douloureux. Elle s'endormait quand elle entendit la porte du salon grincer. Des pantoufles douces glissèrent sur le sol en ciment. La voix de Bessé, basse et tranchante. « Qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec cette terre ?» Une pause, puis la voix de Tenny, calme mais tendue comme une corde. « Cette terre devrait m'appartenir. Je suis celle qui est ici avec maman. Tu n'es jamais là. » Mamaron retint son souffle. Elle n'essayait pas d'écouter, mais les murs étaient plus fins que des feuilles de bananier, et les mots de ses filles étaient tranchants comme des couteaux. « À toi. » Bessé ricana, son rire plus froid que la brise nocturne. «
As-tu oublié qui est l'aîné? Sans l'argent que j'ai envoyé à la maison, cette maison se serait effondrée il y a des années. Tu as envoyé de l'argent pour pouvoir compter la terre comme tienne plus tard, n'est-ce pas? La voix de Tenny n'était plus petite. Ne fais pas semblant d'être gentille. Tu n'es pas revenu à cause de maman. Une chaise gratta bruyamment. Quelqu'un venait de se lever. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ta sœur. Tu n'es qu'une étrangère qui vit à Lagos. Mama Ron ferma les yeux. La faible ampoule accrochée au plafond vacillait, oscillant à chaque rafale de vent. Son cœur battait fort, douloureux à chaque mot échangé. Elle avait rêvé que ses filles reviennent à la maison pour rire. Mais ce qui emplissait l'air maintenant, c'étaient les mots à moi et à toi. Les fissures qui se sont propagées dans les jours qui ont suivi. La rupture n'a pas explosé. Elle s'est étendue doucement, silencieusement. Les repas du matin avaient toujours les trois ensemble. Bouillie chaude, poisson braisé, conversation sur les drames du bureau de Lagos, les potins du marché, les changements de temps. Mais cachés entre ces conversations ordinaires se trouvaient de petits couteaux glissés derrière des sourires. « Est-ce que tu te souviens encore des noms des voisins, sœur ?» demanda Tenny, la voix plate. « Tu es parti trop longtemps. » Bessé posa sa cuillère et sourit avec ironie. « Quel est l'intérêt? Une fois que maman déménagera à Lagos avec moi, ce village n'aura plus d'importance. » Entre elles, Mama serrait le bord de la table. Elle regardait son bol de bouillie, mais sa bouche avait un goût amer, comme si elle avait mordu dans un piment. Les après-midi, quand Tenny l'aidait à sortir sur le porche, elle chuchotait. « Maman, Lagos est bondé et dangereux. Tu es vieille. Quelque chose pourrait arriver ici. Tu as les villageois. C'est plus sûr. » Un autre jour, quand Bessé massait de l'huile dans le genou douloureux de Mama, elle murmura. « Maman, il n'y a pas de bon hôpital dans ce village. À Lagos, tu seras près des médecins. Tu n'as qu'à signer les papiers de la terre. Je vendrai une partie. Nous aurons de l'argent pour un bel endroit. Ne t'inquiète plus pour personne d'autre. » Mama Ron entendait tout. Chaque argument seul semblait raisonnable, mais ensemble, ils transformaient la maison en un champ de bataille froid. Chaque fille la tirait de son côté. Pas pour elle, mais pour ceux qui se trouvaient sous le sol. Une autre nuit, le vent était plus dur. Les portes claquaient contre leurs cadres, tapant un rythme régulier et inquiet. Mama Ron ne pouvait pas dormir. La douleur dans son dos la forçait à se retourner constamment, ses os craquant comme des brindilles sèches. Dans le salon, la dispute éclata à nouveau. « Dis-moi simplement la vérité, Tenny. Où as-tu mis le titre de propriété? Je le garde. Maman me l'a donné. Elle me fait plus confiance. » Confiance ou as-tu rusé pour qu'elle signe pendant que j'étais partie? Tu es à peine là. Comment le saurais-tu? Quelque chose se brisa, du verre probablement. La vieille tasse que maman avait achetée il y a des années. Elle se redressa, le cœur battant contre ses côtes comme s'il voulait s'échapper. Elle se stabilisa et se dirigea vers la porte, chaque pas plus lourd que le précédent. À travers la fente de la porte entr'ouverte, elle vit ses filles, les mêmes filles qui se battaient autrefois pour monter à tour de rôle sur son dos, maintenant debout comme des ennemis. Les yeux de Bessé étaient rouges alors qu'elle pointait sa sœur du doigt. « Cette terre devrait m'appartenir. Je suis l'aînée. J'ai porté cette famille quand maman était jeune. Tu as oublié. » Tenny hurla en retour, serrant sa poitrine comme si elle protégeait quelque chose de précieux. « Tu viens une fois par an. Je suis celle qui lave maman, qui cuisine pour elle, qui l'emmène à la clinique. Si quelqu'un la mérite, c'est moi. » Leur voix résonnait contre les murs, s'écrasant dans les oreilles de Mama Ron. Elle voulait entrer en trombe, crier « Assez !» Mais sa voix n'était plus qu'un murmure. La maison qui faisait semblant que tout allait bien. Le lendemain matin, le ciel agissait comme si rien ne s'était passé. La lumière du soleil brillait à travers les feuilles. Les coqs chantaient. Les enfants jouaient quelque part dans la rue. À l'intérieur de la maison, tout semblait normal. Bessé se leva tôt pour préparer le petit déjeuner, parlant fort exprès. « Mange bien, maman, pour être forte. Bientôt, tu viendras avec moi à Lagos pour un bilan complet. » Tenny apporta un thé au gingembre, le posant doucement sur la table. « Maman, ne l'écoute pas. Reste ici.
Je m'occuperai de toi. L'argent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Ces mots répétaient la même phrase que maman avait répétée toute sa vie. L'argent n'a pas d'importance tant que mes filles s'aiment. Mais cette fois, l'entendre de la bouche de sa fille la fit frissonner, car elle savait que ce n'était plus un rappel. C'était devenu une arme. Elle regarda Bessé puis Tenny. Deux visages qui lui ressemblaient si douloureusement. Les mêmes yeux, le même froncement de sourcils, la même mâchoire obstinée. Pourtant, debout de chaque côté du champ de bataille. À ce moment-là, Mamaron réalisa une vérité brutale. L'amour existait encore dans cette maison, mais il n'était plus entier. Il avait été érodé peu à peu par la jalousie, le ressentiment et les petites remarques venimeuses. Tu as une grande maison et une belle voiture. Pourquoi te disputer avec moi? Tu as dépendu de maman toute ta vie. Qui es-tu pour me faire la leçon? Qui maman aime le plus? Qui mérite vraiment la terre? Chaque phrase était comme une petite lame tranchant la feuille de papier. La feuille appelée famille. Une coupure, 2 coupures, 10 coupures, jusqu'à ce que même Mamaron ne soit plus sûre que ce papier puisse garder sa forme. Quand la lumière s'éteint, la vérité entre. Un soir, l'électricité fut coupée. Tout le village sombra dans l'obscurité, éclairé seulement par la lune derrière les arbres. Les trois étaient assises dans le salon avec une seule bougie vacillante. La lumière de la bougie adoucissait le visage de chacun, les faisait paraître gentils à nouveau. L'espoir palpita dans la poitrine de Mamaron. Dans la lueur mouvante, elle essaya une fois de plus. L'argent n'a pas d'importance tant que vous vous aimez encore. Elle regarda chaque fille, priant pour une réponse. Bessé baissa la tête, silencieuse. Tenny tordit son bracelet, ne disant rien. Personne ne contredit. Mais personne ne croyait vraiment non plus. Quelque part en chacun d'eux, une autre voix chuchotait. L'amour, c'est bien, mais qui obtient la terre? Et à ce moment-là, Mamaron comprit enfin. L'amour dans cette maison n'était pas mort en un seul jour. Il avait été rongé depuis longtemps, comme des termites grignotant un pilier, attendant qu'une seule forte rafale de vent fasse s'effondrer tout le toit. Ce matin-là, le ciel d'Auguin était étrangement bleu, un bleu pur et immaculé qui faisait croire que rien de mauvais ne pouvait jamais arriver en dessous. Le vent soufflait à travers les cacaoyers, les feuilles chuchotant comme quelqu'un murmurant des secrets. Mamaron enveloppa son vieux châle autour d'elle, s'appuyant sur l'épaule de Tenny alors qu'elle marchait lentement sur le chemin de terre menant au bahut, le chef du village d'Ajuod. « Doucement, maman, dit Tenny doucement, sa voix aussi douce que jamais. Nous faisons cela juste pour clarifier les choses. Tu n'es pas bien. Mieux vaut tout régler maintenant avant que les choses ne deviennent compliquées. » Mamaron hocha faiblement la tête. Elle n'était pas sûre de faire ce qu'il fallait. Mais après tant de nuits sans sommeil, tant de quintes de tout, tant de moments où Tenny essuyait doucement son dos ou lui lavait les pieds, elle finit par céder. Si je mets son nom sur le titre de propriété, peut-être qu'elle arrêtera de s'inquiéter, se dit-elle à elle-même. Bessé à sa propre vie, à la gosse maintenant. Elle comprendra. Elle voulait croire que la maison du chef du village se trouvait sur une petite colline, son vieux toit de tuiles couvert de mousse. Un grand tamarinier se dressait à l'entrée, ses branches ayant été témoins de générations de disputes, de mariages, de combats d'héritage et de réconciliation. Le chef Edico les accueillit à l'intérieur avec une expression lourde. « Ron, as-tu vraiment réfléchi à tout cela? Changer le titre de propriété n'est pas une mince affaire. » Mamaron força un sourire fatigué. « Mes filles, elles me quitteront éventuellement. Je veux juste savoir avant de mourir que j'ai remis la terre à quelqu'un qui ne la laissera pas pourrir. » Tenny était assise à côté d'elle, les yeux brillants, serrant la main de sa mère comme si la lâcher la ferait disparaître. « Je ne veux que protéger ta terre, maman, » chuchota-t-elle. Le chef sortit les documents, l'encre, le tampon du village. Il regarda Tenny, puis sa mère. « Très bien, mais souviens-toi que ce que tu signes aujourd'hui ne peut pas être facilement annulé. » Mamaron ne regarda pas les papiers. Elle regarda ses propres mains, les mains qui avaient planté des jeunes cacaoyers, porté des paniers de fèves, tenu ses filles à travers la faim et la maladie. Des doigts minces, des veines rampant sous la peau comme des racines d'un vieux arbre. Est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle? Une petite voix résonna dans sa tête. Mais devant elle, Tenny poussa doucement les papiers vers elle. Son ton était doux comme du miel.
Ce n'est que ta signature, maman. Mon nom est aussi le tien. On dit que les péchés ne commencent pas avec des couteaux. Ils commencent avec des mots qui semblent raisonnables. Le chef lui tendit le stylo. Mama Ron signa. Le tampon rouge s'enfonça profondément, comme une tache de sang sur du papier blanc. À ce moment précis, sur la route de la gare routière, un bus en provenance de Lagos grinça dans la poussière rouge de l'après-midi. Bessie en descendit. Elle n'avait pas prévu de rentrer aujourd'hui. Mais ce matin-là, elle avait reçu un message qui avait brisé son calme. J'ai entendu dire que ta mère et Tenny sont allés chez le chef tôt ce matin. Quelque chose à propos de la terre, écrivait un ami d'enfance. Son cœur battit plus vite. Elle n'oserait pas me contourner, n'est-ce pas? Elle serra les mâchoires, fourra son téléphone au fond de son sac et prit le premier bus pour la maison. Les arbres familiers, les champs de cacao, les cris des coqs. Tout défilait devant elle comme un film en accéléré. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule image. Tenny assise à côté de leur mère, poussant des papiers vers elle. Pas question, murmura Bessie. Pas après tout ce que j'ai fait. Quand Bessie arriva à la maison, elle était vide. La porte n'était pas verrouillée. La chaise en bois où sa mère s'asseyait habituellement était vide. Sur la table, il y avait une traînée violette pâle d'encre et un mouchoir taché d'une rondeur d'encre. Une empreinte de pouce. À qui appartenait ce pouce? Bessie n'avait pas besoin de demander. Son sang ne fit qu'un tour. Elle bondit dehors, attrapant un enfant qui jouait à proximité. As-tu vu ma mère ou ma sœur? Où sont-elles allées? L'enfant pointa du doigt vers la maison du chef. La tempête éclate. La cour du chef était silencieuse. Mama Ron venait de sortir, sa main tremblant d'avoir pressé son pouce sur le document. Tenny marchait à côté d'elle, serrant le dossier de papier contre sa poitrine comme un trésor. « Je garderai tout en sécurité, maman, » dit Tenny. « Désormais, personne ne peut rien te prendre. » Mama Ron hocha faiblement la tête, ses yeux troubles et confus. Elle n'avait plus la force de distinguer quels mots étaient de la protection et lesquels étaient de la possession. À son âge, il suffisait parfois que l'enfant qui se tient le plus près de vous pour que votre cœur croie. Soudain, des pas rapides résonnèrent sur le chemin de terre. « Tenny !» Le cri fendit l'air comme un coup de tonnerre. Les deux femmes se retournèrent. Bessie se tenait à la porte, les cheveux en désordre, le pantalon couvert de poussière rouge, les yeux enflammés. « Elle sait !» Un coin fatigué de l'âme de Mama Ron murmura. Bessie fit irruption dans la cour sans saluer personne. Ses yeux se fixèrent sur le dossier dans les mains de Tenny. « Tu es allé derrière mon dos. » Sa voix était rauque d'avoir couru, mais chaque mot sortait comme une pierre. Tenny sursauta pendant une seconde, puis releva le menton, un sourire narquois aux lèvres. « Si tu t'étais soucié de maman ne serait-ce que la moitié de ce que tu te soucies de l'argent, nous n'en serions pas là. » La phrase tomba comme une allumette sur des feuilles sèches. Toute la rancœur, la jalousie, la douleur et l'amertume s'embrasèrent enfin. « De l'argent, » gronda Bessie, faisant un pas en avant. « Tu voles les papiers de la terre derrière mon dos, et je n'ai rien volé. » Tenny se redressa, serrant les documents plus fort. « Maman les a signés. Maman m'a choisi. Tu étais trop occupée à être une femme de la ville. » Mama Ron se tenait figée entre elles comme quelqu'un pris au milieu de deux inondations montantes. Elle tendit les mains tremblantes. « Mes filles, s'il vous plaît, rentrons à la maison et parlons-en. » Mais aucune des deux filles ne l'entendit. Le chef s'approcha, sur le point de parler, puis s'arrêta. Il savait qu'il y avait des conflits qu'une communauté pouvait régler, et d'autres qu'elle ne pouvait que constater. Bessie attrapa le bord du dossier et tira fort. « Donne-moi ça. Tu ne le mérites pas. Cette terre est le fruit du labeur de maman. Pas le tien. » Tenny tira en arrière, ses ongles s'enfonçant dans le papier. « Vraiment? Tu crois que tu le mérites? Tu envoies quelques dollars de Lagos et soudain tu es la sauveuse? Quand maman était malade, où étais-tu? Où étais-tu quand maman pleurait? Où étais-tu quand maman est tombée dans le jardin? Qui l'a relevée? » Ces mots frappèrent Bessie comme des flèches droites dans sa blessure la plus profonde. Oui, elle était partie trop longtemps. Oui, elle avait manqué des appels. Oui, maman disait toujours, « Ne t'inquiète pas, je vais bien. »
Mais l'entendre de la bouche de Téni lui donna l'impression d'une accusation publique. « Tais-toi » hurla Bessé, tirant plus fort. Un coin du document se déchira. Le son du papier qui se déchire traversa la cour, aigu et perçant, comme le cri d'un oiseau dont l'aile est arrachée. Mama Ron se précipita en avant, pur instinct maternel, surpassant la vieillesse. « Arrêtez. Donnez-moi ça. C'est à moi. » Avant qu'elle ne puisse le toucher, les deux filles tirèrent les papiers dans des directions opposées. Téni trébucha en arrière. Bessé se précipita en avant. La main de Bessé poussa l'épaule de sa mère. Tout ralentit comme au cinéma. Mama Ron vacilla. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de douleur, mais d'horreur. Son pied glissa sur la pierre de la terrasse. Son dos se plia, sa tête basculant dangereusement. Téni lâcha les papiers, tendant la main. « Maman !» Mais il était trop tard. Sa tête heurta la pierre à côté du pot d'eau. Le son, un bruit sourd, petit mais suffisant pour briser chaque cœur dans la cour. Pendant une seconde, personne ne respira. Puis le sang vint, un filet rouge fin s'échappant de son front. Puis plus épais, coulant le long de ses rides, tombant sur le ciment. Les papiers de la terre étaient éparpillés autour d'elle comme des feuilles mortes sur un sol froid. Puis vint le cri qui déchira l'air. Du sang. Oh mon Dieu, du sang. Une femme passant par la lâcha son panier, les mains sur la bouche. Son cri traversa le village, attirant les gens hors de leur maison, de leur ferme, de leur conversation. Qu'est-il arrivé? Quelqu'un est tombé? Mon Dieu, est-ce Mama Ron? Une vieille femme vacilla en avant, manquant de lâcher son plateau. Jésus! Les filles se sont battues pour la terre et ont fini par blesser leur propre mère. Dans la cour, Bessé se tenait figé, regardant la mare de sang qui s'élargissait. Est-ce que je l'ai poussé? Non, je ne voulais pas. J'étais juste en colère contre Téni. Je ne voulais pas. Ses jambes flageolèrent. Les voix autour d'elle se fondirent en échos lointains, creux et lointains. Téni s'effondra à côté de sa mère, les mains tremblantes touchant sa joue. Maman, maman, s'il te plaît, ouvre les yeux. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je voulais juste protéger la terre. Pourquoi ça a fini comme ça? Le sang imprégnait la robe de Téni, s'étalant comme une tache qui ne partirait jamais. Le chef se précipita enfin, s'agenouillant. Amenez-la à l'intérieur. Quelqu'un appelle à l'aide. Trouvez une charrette. Emmenez-la à la clinique. Mais avant que quiconque ne puisse la soulever, les yeux de Mama Ron s'ouvrirent. Trouble, faible, mais encore capable de voir les deux visages terrifiés de ses filles. Pendant un instant minuscule et fragile, elle leva sa main ensanglantée, essayant de toucher les deux. Non pas pour accuser, non pas pour choisir un camp, non pas pour punir, mais comme pour dire « Je vous ai perdu bien avant de tomber ». Sa main retomba. Inutile. Les villageois se pressaient à la porte, leurs cris, leurs prières et leurs gémissements se mélangeant en une tempête tremblante et bruyante. Sur le sol de pierre, entouré de papiers de terre tachés de sang, la querelle silencieuse qui avait commencé par des arguments chuchotés la nuit s'était transformée en une tragédie publique. Un homme dans la foule secoua la tête et murmura. Elles pensaient se battre pour la terre. Mais elles viennent de détruire la chose la plus précieuse qu'elles aient jamais eue. Les rumeurs que Mama Ron avait été giflée par sa propre fille se répandirent plus vite que le vent. En quelques minutes, la cour du chef du village était bondée. Des gens du bout du village, des ruelles, du marché, des champs, tout lâchèrent et se précipitèrent. Chacun avait entendu une version différente de l'histoire, mais un détail ne changeait jamais. Elle a giflé sa mère en plein dans la cour. À cause de papiers de terre. Le chef du village à Dakunel sortit de sa maison. Sa bouba était soigneusement arrangée, mais son visage n'avait aucune de sa calme habituelle. Il était habitué à régler les disputes de terre, les querelles conjugales, les plaintes des voisins, mais cela, c'était une première. Devant lui se trouvait une scène que personne ne voulait jamais voir. Mama Ron était aidée à sortir de la cour. À moitié consciente, la traînée de sang sur son front s'étalant en une forme étrange. Bessé était agenouillé à côté d'elle, le visage pâle comme si la moitié de son âme était déjà partie. Téni se tenait figé comme une pierre, sa main tremblant encore, ses yeux fixés sur la paume qui venait de gifler sa mère. La main qui n'avait même pas fini son arc avant de transformer toute sa vie en une tâche.
Les chuchotements traversèrent la foule. Cette maison a été souillée par l'argent. Dans le temps, un enfant levant simplement la voix contre un parent suffisait pour que le chef intervienne. Mais gifler sa propre mère devant tout le monde, cela ne pouvait pas être ignoré. Un vieil homme avec une canne s'avança. Ses yeux étaient troubles avec l'âge, mais sa voix résonna claire. Se battre pour la terre était déjà assez honteux, mais lever la main sur sa propre mère, cela ne s'est jamais produit dans l'état d'Auguin. Les mots sonnaient comme un tambour appelant les gens à l'attention. Ce n'était plus une affaire privée de famille. C'était devenu l'affaire du village. Tenez-les. Un jeune homme cria. Les garçons du village, les mêmes jeunes hommes qui plaisantaient d'habitude, jouaient au football, draguaient les filles, ne riaient pas aujourd'hui. Ils s'avancèrent, non violemment mais fermement. Bessé, lève-toi. Tenny, viens ici. Bessé leva les yeux gonflés et rouges. S'il vous plaît, ne m'attachez pas. Je dois aller avec ma mère. Je ne peux pas la laisser. Une main se posa sur son épaule. Chef Adaconel, si tu tiens vraiment à ta mère, alors maintenant tu dois répondre de ce que toi et ta sœur avez fait. Ce n'est pas la jungle. L'état d'Auguin a des lois, et ce village a son honneur. Tenny ne put prononcer un seul mot. Elle les laissa l'emmener, ses pieds à peine sentant le sol. Dans son esprit, il n'y avait que deux images. La joue de sa mère rougissant après la gifle et les yeux des villageois la regardant comme si elle n'était plus humaine. Au centre de la place du village, où les gens tenaient des réunions, dansaient, chantaient et célébraient les fêtes, deux grands poteaux en bois se dressaient depuis des générations. Dans le passé, ils servaient à attacher les chèvres, les vaches et parfois les petits voleurs pour que le village les voie. Aujourd'hui, pour la première fois, deux filles y étaient amenées. Une corde fut enroulée autour de leurs poignets et attachée au poteau. Pas assez serrée pour les blesser, mais assez pour envoyer un message. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus un secret caché dans une seule maison. C'était quelque chose dont toute la communauté se souviendrait. Les femmes du village se rassemblèrent en groupe en face des sœurs. C'étaient des femmes qui avaient porté des enfants, donné naissance et les avaient élevés avec du lait et des larmes. Alors quand elles regardaient Bessé et Tenny, leurs yeux n'étaient pas seulement remplis de colère, mais d'une sorte de douleur qu'elles ne savaient pas nommer. Quand vous étiez petite, dit une femme, chaque fois que vous tombiez, votre mère était la première à courir et à vous relever. Et maintenant, votre mère tombe, et ce sont vos propres mains qui l'ont fait tomber. Une autre femme secoua la tête. On dit que les filles sont les plus proches de leur mère. Mais en vous voyant aujourd'hui, j'ai peur pour moi-même. Quand je deviendrai faible, que fera mon enfant de moi? Ces mots n'étaient pas des couteaux, mais ils transperçaient plus profondément que toute lame. Tenny avala difficilement, sa gorge sèche et brûlante. Bessé baissa la tête, ses larmes tombant sur la poussière rouge d'Auguin. Pendant ce temps, Mamaronne avait été emmenée à la clinique du village. Un simple bâtiment en béton, mais propre et ordonné à l'intérieur. L'infirmière âgée, Madame Dupe, était habituée à soigner les blessures causées par des chutes, des accidents agricoles et des coupures de couteau. Elle n'était pas habituée à soigner des blessures causées par la main d'un enfant. Elle rinça le sang et nettoya doucement la coupure sur le front de Mamaronne. Le bruit de la place du village grondait à l'extérieur comme des vagues, mais à l'intérieur de la petite pièce, il n'y avait que le doux son de la gaze sur la peau et la respiration irrégulière et superficielle d'une mère brisée. « Ron, reste immobile, » dit doucement Madame Dupe. « Ne parle pas trop. Laisse-moi bander ça, puis nous t'enverrons à l'hôpital du district. » Ron ouvrit les yeux. La peau autour était enflée. Sa joue était encore rouge, portant l'empreinte floue d'une main, preuve indéniable d'une gifle de sa fille. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni malédiction, ni mot de haine pour ses filles. Juste une tristesse aussi profonde que le puits du village. « Où sont-elles » demanda-t-elle doucement. « Elles sont sur la place » répondit Madame Dupe. « Le chef les retient là pour jugement. Tout le village est en colère. » Mamaronne tourna légèrement la tête. Elle regarda par la petite fenêtre où la lumière du soleil d'Auguin brillait encore comme si de rien n'était. Elle se souvenait du jour où Bessé avait fait ses premiers pas et était tombé à plat ventre, le sang coulant de sa lèvre. Elle se souvenait de Tenny, enfant, se battant avec les enfants du voisinage parce qu'ils appelaient sa mère la vieille femme du cacao. À l'époque, son enfant frappait les autres pour défendre sa mère. Aujourd'hui, son enfant l'avait frappé pour défendre un morceau de terre.
La vie avait vraiment un cruel sens de l'humour. Madame Dupe demanda doucement. Veux-tu porter plainte à la police du district? Cela ne peut pas être pris à la légère. La loi sur la protection des personnes âgées est stricte maintenant. Les enfants qui maltraitent leurs parents peuvent être traduits en justice, voire emprisonnés. Comprends-tu? Mamaronne resta silencieuse. Dehors, le son d'un enfant pleurant après s'être fait gronder flottait. Une poule gloussa. Une moto passa. Le monde continuait d'avancer, même si le cœur d'une mère s'effondrait. Après un long moment, elle parla, sa voix fine comme le vent soufflant à travers un champ sec. J'ai élevé mes enfants avec amour. Alors pourquoi me remboursent-elles avec leurs poings? Madame Dupe se figea. Le bandage dans sa main s'arrêta net. La phrase n'était ni forte ni dramatique, mais elle traversa les murs de la clinique, droit vers la place du village, où quelques personnes debout près de la fenêtre l'entendirent, puis la répétèrent à ce plus loin. En quelques instants, les mots se répandirent sur la place, puis à travers le village comme un feu traversant l'herbe sèche. Elle a dit « J'ai élevé mes enfants avec amour, alors pourquoi me remboursent-elles avec leurs poings ?» Une jeune femme serrant son bébé contre sa poitrine l'entendit et éclata en sanglots. Un garçon debout près des poteaux où les sœurs étaient attachées sentit soudain un frisson lui parcourir l'échine. Le chef l'entendit aussi. Il leva la tête et regarda les deux filles debout, les mains liées, les visages baissés. « Avez-vous entendu ce que votre mère a dit ?» demanda-t-il. Bessé sanglota. Tenny serra les yeux, les larmes dévalant, tombant sur ses mains liées. Elle voulait se couvrir les oreilles pour ne plus l'entendre. Mais la corde l'obligeait à rester là et à écouter chaque mot. J'ai élevé mes enfants avec amour. Alors pourquoi me remboursent-elles avec leurs poings? Ce n'était pas seulement une question pour Bessé et Tenny. C'était une question pour toute une génération, oubliant lentement la valeur d'un foyer, des cheveux gris, des mains ridées qui les avaient autrefois protégés des tempêtes de la vie. En fin d'après-midi, le soleil d'Auguin commença à pencher vers l'ouest. La place était toujours bondée, mais plus bruyante. Après une explosion de colère, quelque chose d'autre suivait souvent. La réflexion. Une femme chuchota. Peut-être devons-nous regarder comment nous traitons nos propres parents. Nous ne les giflons peut-être pas, mais nous les ignorons. La personne à côté d'elle hocha la tête. Des choses comme ça n'arrivent pas en un jour. Elles commencent par des réponses cinglantes, par oublier de prendre des nouvelles, par laisser nos parents manger seuls. Le chef regarda autour de lui. Il savait maintenant que, quelle que soit la punition qu'il infligerait à ses deux filles, les attacher à des poteaux, des semaines de travail communautaire, ne serait jamais leur véritable sentence. Leur vraie punition avait déjà commencé au moment où la paume de Tenny avait touché le visage de sa mère. Une tâche comme celle-là est presque impossible à laver en une vie. Dans la clinique, Mamaronne ferma lentement les yeux. Le médicament contre la douleur commençait à faire effet, estompant tout ce qui était à l'extérieur comme un écran de télévision, s'éloignant dans le lointain. Mais la phrase qu'elle avait prononcée, elle ne la retira pas. J'ai élevé mes enfants avec amour. Alors pourquoi me remboursent-elles avec leurs poings? Ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas une vengeance. C'était une alarme, un avertissement pour quiconque prend l'étreinte d'une mère pour acquise, qui néglige les repas simples, qui ignore le dos courbé d'un père attendant toujours leur retour à la maison. Quelque part dans l'immensité de l'état d'Auguin, cette histoire avait déjà dépassé une seule cour, une seule famille, et était devenue un miroir tendu à d'innombrables autres foyers. Et ce soir-là, alors que le soleil se couchait, les ombres qui s'étendaient sur le sol n'étaient pas seulement celles du tamarinier et des poteaux du village. Elles étaient aussi celles des deux filles aux mains liées, de longues ombres tordues s'étendant sur le mur silencieux de la conscience de chacun. Cet après-midi-là, le soleil d'Auguin était bas sur les toits de tôle, sa lumière dorée teintée des couleurs de la poussière et du sang. La place du village, autrefois un lieu de festival, de mariage et de danse au tambour, s'était transformée en une salle d'audience sans mur, sans toit. Seulement la lumière du ciel et les yeux des gens. Au centre se dressaient deux vieux piliers en bois. Bessé et Tenny s'y appuyaient. Les cordes étaient parties, mais des marques rouges encerclaient encore leurs poignets. Cicatrices d'une matinée qui semblait aussi longue qu'une vie. Elles ne se disputaient plus, ne tiraient plus sur les papiers, ne criaient plus. Leur silence était plus fort que toute bataille. Sur une haute chaise en bois placée au milieu de la place, le chef Adaconel était assis bien droit. À sa droite se tenait le conseil des femmes,
leur visage durci par le soleil et la vie, mais fort de la résilience féroce des mères qui avaient traversé des tempêtes dans leur propre foyer. À sa gauche, les jeunes du village, garçons et filles, regardaient les sœurs avec un mélange de choc, de colère et de peur. Devant eux se tenait le pasteur du village dans une simple robe blanche, tenant une Bible usée au bord. Il n'était pas venu pour condamner, mais il n'était pas non plus venu pour offrir un pardon facile. Il était venu pour témoigner. Quand le dernier murmure s'éteignit, le chef se leva lentement. Aujourd'hui, commença-t-il, la voix lourde et profonde, nous ne sommes pas réunis ici à cause de la terre ou des documents. Nous sommes ici pour quelque chose de plus lourd que toute propriété. Une mère qui a été blessée par ses propres enfants. Il balaya la foule du regard, s'assurant que chaque visage, chaque Père Dieu écoutait vraiment. Nous ne sommes pas les tribunaux du gouvernement. Mais depuis le jour où nos ancêtres ont construit ce village, cette place a été l'endroit où le bien et le mal sont séparés. Si nous restons silencieux aujourd'hui, demain nos enfants penseront que gifler un parent pour une propriété est normal. Les murmures s'éteignirent. Personne ne voulait que leur village devienne le lieu de naissance d'une telle normalité. Le chef se tourna vers les sœurs. Bessé, Téni, l'une de vous deux a-t-elle quelque chose à dire avant que le village ne rende son jugement? Bessé leva les yeux. Ses yeux, autrefois brillants quand elle parlait de Lagos, d'affaires, de contrats, étaient maintenant troubles comme un ciel d'orage. Elle prit une inspiration tremblante, sa voix rauque. Je n'ai rien pour me défendre. J'étais en colère. J'étais égoïste. J'ai pensé à ma contribution et j'ai oublié les innombrables choses que ma mère m'a données en premier. Je ne voulais pas la pousser, mais le mot « mais » resta en suspens dans l'air, puis s'effondra sous son propre poids. Bessé secoua la tête, les larmes coulant. En fait, il n'y a pas de mais. J'avais tort. Le chef laissa le silence s'installer avant de se tourner vers Téni. Et toi? Téni resta immobile pendant longtemps. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux en désordre, ses vêtements encore tachés du sang de sa mère. Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Elle essaya à nouveau. Sa voix tremblait comme une corde trop tendue. J'ai toujours pensé que j'aimais maman le plus. Je suis restée avec elle tous les jours. Je l'ai emmenée chez le médecin. Je lui ai préparé ses repas. Elle avala difficilement. Je pensais que parce que je restais à ses côtés, je méritais plus. J'ai laissé ma douleur devenir une excuse pour saisir et me battre. J'ai laissé ma main toucher le visage de ma mère d'une manière qu'elle n'aurait jamais dû. Une larme tomba par terre. Je pensais protéger maman et la terre, mais en réalité, je ne protégeais que mon orgueil. La place se tut. Le conseil des femmes chuchota entre elles. Puis une femme se leva, celle-là même qui avait enregistré l'incident plus tôt. « Chef, dit-elle, nous ne pouvons pas ignorer cela. Si nous le faisons, demain plus de mères seront négligées, frappées et oubliées. » Elle fit une pause, se tournant vers les sœurs, les yeux humides. « Mais ce sont toujours les filles de quelqu'un. Nous les punissons. Mais nous ne devons pas les transformer en animaux. Nous punissons pour qu'elles puissent changer, pas pour qu'elles meurent à l'intérieur. » Le pasteur hocha doucement la tête. La punition est nécessaire, mais aussi la chance de faire face aux conséquences avec honnêteté. Le chef s'assit à nouveau et commença à écrire sur une feuille de papier posée sur la table en rotin. Sa main bougeait lentement, délibérément, chaque trait lourd, comme si chaque mot pesait autant qu'une pierre, et chaque pierre, une fois posée, pavait le chemin pour les cas futurs. Enfin, il se leva et lut le verdict à haute voix. Après discussion avec le conseil des femmes, les anciens, les jeunes et le pasteur, le village d'Ajuod rend le jugement suivant pour Bessé et Téni, filles de Mamaron. Premièrement, pendant 60 jours à partir d'aujourd'hui, vous deux effectuerez un service communautaire, en tournant pour prendre soin des personnes âgées de notre village, les laver, nettoyer, cuisiner, les accompagner à la clinique. Vous ne recevrez aucun paiement. C'est une punition et une leçon sur ce que vieillir signifie vraiment. Un frisson silencieux traversa la foule. Il comprenait l'intention du chef. Si les sœurs ne saisissaient pas la douleur d'une mère âgée, alors qu'elle passe 60 jours à entendre la solitude des autres, à entendre des histoires de négligence, d'abandon et d'être traitées comme un fardeau. Deuxièmement, continua le chef, pendant 3 ans à partir d'aujourd'hui, il vous est interdit de toucher à toute propriété au nom de votre mère. Vous ne pouvez ni vendre, ni transférer, ni déposer aucun document relatif à sa terre de cacao.
Un jeune homme hocha la tête. 3 ans, assez pour voir si elle change ou prétende. Troisièmement, le chef inspira profondément. Avant tout le village rassemblé ici aujourd'hui, vous deux devez présenter des excuses publiques à votre mère pour votre acte de manque de respect. Pas des excuses superficielles, mais des excuses venues du cœur. Il baissa le papier, ses vieux yeux perçants balayant la place. Ceci n'est pas seulement une punition. C'est un rappel pour nous tous. Quiconque oublie ses parents oublie la racine de son existence même. L'air s'alourdit. Le chef se tourna vers les sœurs. Plus doucement maintenant. C'est l'heure. Un jeune homme se précipita à la clinique et revint bientôt avec un fauteuil roulant où Mamaronne était assise. Sa tête était enveloppée de bandages blancs. Sa joue était encore meurtrie, mais ses yeux étaient plus clairs maintenant. Les villageois s'écartèrent silencieusement, formant un passage. Le fauteuil roulant avança, les roues cliquetant sur les dalles. Mamaronne fut amenée face à ses filles. Plus de papier de terre entre elles, seulement un espace rempli de choses qui ne pouvaient être pesées ou mesurées. Amour, trahison, douleur, un faible espoir. La voix du chef baissa. Maintenant, dit-il, personne n'aida. Personne ne poussa. Bessé regarda sa mère. Tenny regarda sa mère. À ce moment-là, toutes les excuses, tous les arguments, tous les parce que et donc fondirent comme du sable lavé par les vagues. Une seule vérité demeurait. Elles avaient fait saigner leur mère. Les sœurs s'agenouillèrent ensemble, leurs genoux touchant la même terre rouge où la tête de leur mère avait heurté plus tôt. Cette fois, elles s'agenouillèrent non pas parce qu'elles y étaient forcées, mais parce qu'elles ne pouvaient plus se tenir debout sous le regard de leur mère. Maintenant, dit le chef, dites les mots que vous auriez dû dire depuis longtemps. Pas de script, pas de lignes répétées. Pour la première fois de leur vie, Bessé et Tenny durent trouver des mots destinés non pas à des négociations ou des querelles, mais à la femme qui les avait d'abord appelées mes filles. Bessé parla la première, sa voix se brisant comme du verre. Maman, elle avala difficilement. Maman, nous avions tort. Tenny répéta comme une prière silencieuse. Maman, nous avions tort. Je n'avais aucun droit de jamais lever la main sur toi. Peu importe le nombre d'années passées à tes côtés. Cela ne m'a jamais donné ce droit. Un sanglot éclata quelque part derrière elle. Personne ne savait à qui il appartenait. Un enfant, une femme, un homme. Mais une fois la première larme tombée, d'autres suivirent. Mamaronne regarda ses filles agenouillées devant elle. Si c'était un film, peut-être que le réalisateur la ferait crier, les maudirait, les renierait, déclarait leur relation terminée. Mais la vraie vie est différente. La vraie vie, c'est une mère qui, même trahie, ne peut cesser d'aimer. Elle inspira lentement, bien que sa poitrine lui fasse mal. Mes enfants, commença-t-elle, la voix faible mais claire. Vous pouvez perdre la terre. Vous pouvez perdre l'argent. Vous pouvez perdre la maison. Tout cela. Dieu donne, Dieu reprend, fit-elle une pause, les regardant directement dans les yeux. Mais ne vous perdez pas vous-même. Tant que vous courez après la propriété plus que vous ne courez après votre mère, alors vous n'êtes plus les Bessé et Tenny que j'ai élevés. Vous devenez des étrangères. Des étrangères portant les visages que j'ai autrefois aimés. Bessé serra les mains, les larmes tombant sur ses paumes marquées par des années de clavier et de précipitations urbaines. Tenny se mordit la lèvre jusqu'au sang. Je ne veux pas être une étrangère, murmura Bessé. Moi non plus, dit Tenny. Je veux être ta fille à nouveau. Pas la fille qui t'a giflé. Mamaronne leva sa main bandée. Elle tremblait, mais elle tendit la main comme elle l'avait fait quand elles étaient petites et toucha doucement la tête de chacune. Alors à partir d'aujourd'hui, dit-elle doucement, utilisez les mêmes mains qui m'ont fait du mal pour prendre soin des autres personnes âgées. Laissez vos mains devenir calleuses de travail. Pas d'ambition, acquiesça le pasteur. Le chef acquiesça. La sentence fut donnée, non avec un marteau, mais avec la voix tremblante d'une mère. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres lointains, les ombres des poteaux du village s'allongeaient sur le sol, couvrant les deux figures agenouillées. Quelque part dans l'état d'Auguin, les gens entendraient cette histoire par des appels téléphoniques, par la vidéo qu'Hello avait enregistrée, par des récits. Ils secouraient la tête et diraient « Comment des enfants peuvent-ils frapper leur mère pour une terre ?» Mais dans la place du village ce soir-là, tout le monde comprenait. Aucun mal n'apparaît en un seul jour.
Cela commence quand nous permettons aux choses matérielles de se dresser entre nous et les personnes qui nous ont mis au monde. Et parfois, il faut une communauté entière debout ensemble pour qu'une famille retrouve son chemin vers la maison. Le soir tomba sur Agibu. La dernière lumière du jour reposait sur le bosquet de cacaoyers, sur le toit de tôle de la maison de Mamaron, sur la place du village, où quelques heures plus tôt il y avait eu des cris, des combats et des sanglots étouffés. Un vent doux soufflait, portant l'odeur de la terre, du soleil, des récoltes passées. Mais aujourd'hui, le vent portait aussi une leçon. Mamaron fut ramené à la maison dans un vieux fauteuil roulant. Bessé marchait à sa gauche, une main soutenant l'épaule de sa mère. Téni marchait à sa droite, soulevant légèrement les roues pour éviter les nids de poules sur le chemin de terre. Les deux sœurs ne disaient rien. Elles n'osaient pas se regarder. Elles se concentraient uniquement sur chaque mouvement fragile de leur mère. Chacun qu'elles croisaient s'inclinait respectueusement devant Mama. Mais la façon dont ils regardaient Bessé et Téni était différente. Plus en colère, plus condamnatoire, mais avec quelque chose de plus profond, un rappel silencieux. Souvenez-vous de qui vous êtes et souvenez-vous de qui vous a fait ce que vous êtes. À l'intérieur de la petite maison, Mamaron était allongée sur son lit en bambou familier. La lumière du soir glissait par la fenêtre, tombant sur son visage fatigué mais doux. Ses yeux étaient encore fatigués, encore troubles, mais sa voix était plus claire qu'elle ne l'avait été ce matin-là. « Asseyez-vous, dit-elle. » Les sœurs s'assirent au bord du lit, les têtes baissées comme deux enfants pris en flagrant délit de mauvaise conduite. Mamaron tendit la main, cette main tremblante, rugueuse et assombrie par des années de soins au cacaoyer, et la posa sur les mains de chacune. « Je n'ai pas besoin de terre, dit-elle doucement. Je n'ai pas besoin de mon nom sur des papiers. Les deux filles levèrent les yeux gonflés et rouges. J'ai juste besoin de vous, continua-t-elle. Je veux juste savoir qu'une fois que je ne serai plus là, vous vous tiendrez toujours la main. Elle les regarda longtemps, comme si elle essayait de graver leur visage dans son cœur au cas où le temps ne lui permettrait plus de les revoir. Vous pouvez diviser la terre, dit-elle. Divisez l'argent, divisez la maison, mais ne divisez pas votre sororité. Une larme glissa du coin de son œil. La larme d'une vie de maternité, de sacrifice et d'espoir. De croire que l'amour peut guérir ce que l'ambition a brisé. Dehors, le soleil se couchait plus bas. Les ombres s'allongeaient sur la terre rouge. Le rassemblement du village était terminé. Mais la leçon de la place vivrait. Racontée à la table du dîner, dans les réunions de femmes, dans les sermons du dimanche du pasteur. Les enfants du village entendraient l'histoire de leurs parents. Ne laissez jamais la terre vous faire oublier celle qui vous a donné la vie. Les jeunes s'en souviendraient de la vue de deux sœurs attachées au poteau du village, non pour les humilier, mais pour rappeler à tous que le manque de respect envers les parents n'est jamais une affaire privée. Et les anciens, ils se souviendraient des mots de Mamaron. J'ai élevé mes enfants avec amour. Alors pourquoi me remboursaient-elles avec leurs poings? Quand la nuit tomba enfin, les deux sœurs étaient assises ensemble sur le porche. Plus de disputes. Plus de bataille pour savoir qui avait raison ou qui méritait plus. Elles étaient juste assises. Deux filles essayant de retrouver ce qui avait été perdu quelque part entre les cris et les papiers déchirés. Doucement, Bessé dit « Désolé ». Tout aussi doucement, Téni répondit « Je suis désolée aussi, grande sœur ». Rien de plus n'avait besoin d'être dit. La réconciliation vient parfois par les mots, parfois par le silence, mais ce qui compte, c'est qu'elles viennent. Cette nuit-là, Agibuod était à nouveau paisible. Le cacaoyer se dressait toujours. La terre était toujours là. Les papiers pouvaient être signés, changés, effacés, redessinés. Mais il y a une chose qui, une fois perdue, aucun contrat ne peut restaurer, aucun argent ne peut racheter, aucun temps ne peut remplacer. Une mère. La propriété peut être divisée, et plus on la divise, moins il en reste. Mais une mère, il n'y en a qu'une. Et quiconque perd sa mère a déjà perdu la partie la plus précieuse de sa propre vie.